Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir invités à cette journée. C'est un plaisir de justement découvrir un petit peu aussi et d'apprendre ce qui se fait ailleurs. Moi je m'appelle Nicolas Curatolo, je suis pharmacien de formation et je suis directeur adjoint des opérations dans un groupement hospitalier que je vais vous présenter. Et je suis venu avec Raphaël Scapin et Magali Massard qui sont tous les deux cadres en orthopédie. On va se concentrer, on va se concentrer sur justement ce service d'orthopédie. Donc, on travaille dans un groupement hospitalier qui s'appelle le groupement hospitalier Paris Sud, que vous avez juste derrière moi, du coup, qui est un des groupements de la PHP, qui se situe dans la banlieue sud de Paris, et qui comporte donc 3 hôpitaux, l'hôpital Bicêtre, qui est le plus grand, et 2 hôpitaux un peu plus petits, qui sont l'hôpital Antoine Béclair et l'hôpital Paul Brousse. Donc c'est principalement des hôpitaux de ce qu'on appelle MCO. Et on a dans cet hôpital 2090 lits, environ 8350 professionnels qui travaillent, et il prend en charge plus de 800 000 patients par an. L'autre chose aussi qu'il faut savoir dans l'hôpital pour ensuite bien comprendre les choses, c'est qu'il y a une particularité managériale, en tout cas au niveau des lignes hiérarchiques, c'est que vous avez 3 grandes lignes hiérarchiques à l'hôpital. Vous avez une ligne qui est la ligne médicale, avec une hiérarchie médicale, une ligne qui est la ligne soignante, avec une hiérarchie soignante, et puis une troisième ligne qui est la ligne administrative, avec une hiérarchie administrative. Donc vous avez en gros 3 silos de hiérarchies différents et fonctionnements différents. Alors, pour commencer, donc moi quand j'ai pris mes fonctions il y a bientôt 4 ans en tant que directeur adjoint des opérations. Jusque-là j'avais fait études en pharmacie, pharmacien et un doctorat en génie industriel dans l'école d'ingénieur où j'avais justement découvert le Lean. Et je me suis vite proposé ce poste. Et donc on a commencé à faire du Lean à l'hôpital avec une vision très projet. Donc globalement, on arrivait en fonction des secteurs où il y avait des problématiques. Je me souviens qu'à l'époque, on avait pas mal échangé aussi avec Catherine, et on faisait des grandes cartographies. On arrivait en tant qu'expert en disant voilà, on va faire des cartographies, on va essayer d'améliorer votre processus, avec des résultats parfois très bons, parfois moins bons, et une pérennisation variable en fonction des différents sujets. En tout cas, voilà, c'était une vision très projet du Lean. Il n'y avait pas du tout d'aspect managérial, et on était vraiment là pour voilà, une sorte de consultant interne. C'était vraiment un rôle de consultant interne qui venait accompagner les différents services en fonction des cas. Donc là, voilà, il y a un cas d'urgence, il y a un cas en service de médecine aiguë polyvalente, et ici c'était un hôpital de jour d'oncologie au niveau de la production des chimiothérapies. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, comme je vous disais, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, c'est bien d'intervenir comme ça en tant qu'expert, mais on a plus de 8000 professionnels qui travaillent, énormément de services cliniques. Moi, j'étais sur cette fonction à mi-temps avec une ingénieure en organisation qui m'aidait. Ça n'a pas vraiment de sens. Et puis, si on veut aller plus loin et si on veut un petit peu améliorer les choses, il va falloir voir les choses autrement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va essayer de convaincre notre CODIR qu'il faut mettre en place une démarche un peu plus ambitieuse, et il faut aller sur le terrain du management, vraiment sur le terrain managérial et pas uniquement être là en tant que consultant interne. Donc en 2016, on a amené, alors il faut savoir aussi que le Lean à l'hôpital, c'est, alors déjà la vision du Lean, je ne sais pas si vous avez pu voir les différents reportages, elle est assez négative, et de toute façon, de manière générale, la culture du Lean, elle est quasi inexistante. C'est-à-dire que très peu de personnes ont entendu parler du Lean, ou savent ce qu'est le Lean, ils peuvent en parler. La plupart des gens me disent je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est le cas du CODIR par exemple, et donc on a emmené le CODIR dans un hôpital qui est un des hôpitaux, on va dire le plus avancé en tout cas en Europe sur le Lean, qui est le CHU Mondotine. Patrick de Coster et Ariane Bouzette qui sont au niveau de la direction et qui ont énormément mené la réflexion Lean dans cet hôpital, sont déjà intervenus d'ailleurs dans le cadre d'événements organisés par l'Institut de France. Et donc on a visité cet hôpital, on a fait 2 séminaires de direction avec l'équipe de Mondotine pour avoir le OK finalement du CODIR et sa compréhension et son OK en nous disant OK, on est d'accord pour aller un peu plus loin et faire une expérience managériale de Lean. Donc ils nous ont donné le OK. En 2017, on a sélectionné 2 services dans lesquels on s'est dit on a fait ce qu'on a appelé une expérience Lean, on va expérimenter un petit peu ce management Lean dans ces 2 services, un service d'orthopédie et un service de réanimation.
Et donc, au cours de ce séminaire, qui regroupait des représentants des différentes professions des services, des cadres, etc., on s'est mis d'accord sur des engagements et ce qui s'appelle une promesse aux patients. Donc, globalement, en tant que service, en tant que secteur clinique, sur quoi vous vous engagez auprès de votre client? Quelle est la chose sur laquelle les choses sur lesquelles vous voulez vous engager? Et c'est un petit peu servi de base à la réflexion et ensuite à la mise en place de cette démarche, qui du coup va vous être détaillée par Magali et Laurent. Donc un service de chirurgie orthopédique, c'est un service qui s'occupe de toute la chirurgie de l'appareil locomoteur, donc de l'os, quand il est fracturé ou quand il y a besoin d'installer des prothèses. Donc dans notre service, on fait la chirurgie du rachis, donc toute la chirurgie de la colonne vertébrale, beaucoup de chirurgie des membres inférieurs sur la prothèse totale de genou, la prothèse totale de hanche par exemple, et puis également la chirurgie des membres supérieurs sur les prothèses totales d'épaule. Donc globalement, ça représente une activité de 48 minutes. Donc on fait une hospitalisation qui est programmée, donc vous voyez le médecin, enfin le chirurgien, l'anesthésiste, et vous prévoyez ensemble une chirurgie, puis on fait aussi beaucoup de chirurgie d'urgence en travaillant avec la réanimation chirurgicale. Donc l'équipe que Magali et moi manageons, parce qu'un cadre de santé est référent du travail des infirmiers et des aides-soignants uniquement. Donc il y a 60 professionnels paramédicaux, et donc en gros pour effectuer les roulements, donc les roulements c'est le matin, l'après-midi, la nuit, il y a un ratio de 1 infirmier, 1 aide-soignant pour 12 patients. Et il y a une équipe de 9 chirurgiens et 6 internes. Donc nous sommes partis d'un management, et donc avec Raphaël, on s'est dit comment allons-nous procéder, puisque finalement il faut procéder. Donc on a pris 3 axes. Donc 3 axes d'amélioration pour donc les soignants, bien entendu, on va dire dans la logistique et au niveau de la formation continue, et puis au niveau du patient. Donc on a pris 3 indicateurs donc, pour améliorer donc, la qualité de la prise en charge des patients, l'amélioration des conditions de travail et des pratiques professionnelles. Donc finalement, on a commencé par quelque chose, un management assez visuel, et toujours sur le management type participatif. Donc pour permettre à l'équipe d'adhérer au projet, on a travaillé sur leurs conditions de travail vraiment au quotidien. Donc on a commencé par les chariots de soins, ainsi que les réserves de soins. Donc sur la photo en haut à gauche, vous voyez le chariot de soins avant la démarche 5S et après la démarche 5S. Donc on a réuni en fait assez régulièrement, au moins une fois par semaine, parce que le problème du temps est un réel problème médical. Donc une fois par semaine, on avait des soignants qui on a vidé le chariot. On a dit bah voilà, est-ce que ce matériel-là est utile? Pourquoi j'en ai besoin et en quelle quantité j'en ai besoin? Donc à chaque fois, on a redéfini finalement l'utilité de chaque matériel qu'il y avait dans le chariot de soins. Ça a été la même chose pour les réserves. Donc l'aide-soignant avant on avait plusieurs réserves. Donc pour aller compléter son chariot, il devait faire 3 réserves. Donc l'idée, ça a été de rassembler l'intégralité du matériel dont il avait besoin dans tout ça et une réserve, de manière à ce qu'il puisse venir avec son chariot et tout remplir. On a fait la même chose avec les postes de soins, de la même manière, l'infirmière, elle a tout le matériel dont elle a besoin pour pouvoir aller prélever, aller poser une perfusion, etc. Donc là, on avait travaillé sur le point logistique, et au final, on s'est dit il faut qu'on s'améliore au niveau des pratiques. Donc, nous avons créé 2 stand-up, donc le lundi et le jeudi. Ce sont des stand-up qui sont sur 15 minutes, donc qui réunit l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Donc on a fait un axe essentiellement le lundi sur un axe formation où on a pu prononcer, si on prend un exemple sur le premier levé. Donc en fait nous avons pris comme exemple par le premier levé. Donc on a commencé par définir le terme. Parce qu'en fait on a un problème aujourd'hui, on a régulièrement des gens qui utilisent des termes, mais pas forcément à bon escient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut redéfinir ce qu'on fait avec le bon vocabulaire. Si on a le bon vocabulaire, on a les bonnes pratiques. Donc, on a commencé par définir en fait les indicateurs de suivi. En fait, on a pris un tableau. Voilà, juste pour expliquer, en fait, on a pris en niveau formation le lundi essentiellement. On s'est basé sur un tableau. Ce tableau était divisé en plusieurs séquences.
Donc le premier sur des indicateurs, sur des actes de formation et sur des questions soumises. Donc nous avions pris par exemple ce que je disais, le premier indicateur du premier bébé, où on a vu en fait que tout le monde n'utilisait pas le même mot, la même définition, qui handicapait l'ensemble des professionnels, puisqu'on ne parlait pas de la même chose. Donc à ce moment-là, on a vu qu'il manquait aussi de formation. C'est-à-dire qu'en fait, un premier bébé, quand on vous demande à quiconque, personne ne va pouvoir vous donner la même définition. Donc on a redéfini et on a mis des formations en place. Sachant que c'est des équipes pluridisciplinaires, tout le monde pouvait s'entraider. Donc on a fait des kinés qui ont pu finalement montrer à leurs collègues comment se passait un premier bébé dans les bonnes pratiques. Oui. Alors un premier bébé, tout simplement, c'est de verticaliser un patient, tout simplement. Donc il peut être assis au bord du lit, il peut être assis au fauteuil, enfin, voilà, plus il peut se verticaliser, parce que l'être humain doit être verticalisé, pas allongé. C'est un des principaux indicateurs de réhabilitation d'un patient après une chirurgie. C'est-à-dire que plus vite vous levez un patient, plus vite il sera ensuite autonome. Et c'est vraiment un indicateur qui est extrêmement important. Donc classiquement, pour commencer, les premiers levés, ils se faisaient rarement. Alors l'objectif, c'est ce qu'on appelle J1, donc le lendemain de l'opération, c'était rarement fait. Ils se sont mis ensuite à réussir ces premiers levés, à les faire systématiquement à J1. Et maintenant, on en parlera tout à l'heure, il y a des premiers levés qui se font à J0, le jour même de l'opération. Et tout ça, on sait que ça a un impact direct sur une sortie plus rapide et surtout une autonomisation du patient. Après, du coup, le stand-up, vous parliez d'outils tout à l'heure, le stand-up, c'est vraiment un outil managérial qui est pour nous essentiel. Donc, le jeudi, on fait la résolution de problèmes, surtout. Donc, quel type de résolution de problème on a pu avoir par exemple, un infirmier qui s'est posé la question de savoir si... en fait, on a constaté, nous, également, dans le service, qu'au moment de poser une sonde urinaire, l'intégralité des infirmiers n'avaient pas forcément le même habillage, donc savoir la charlotte, le masque, voilà. Donc à un moment on s'est dit est-ce que la sonde urinaire c'est un soin stérile? Donc la réponse est oui, sauf qu'il y a des gens au moment du stand-up qui se sont posé la question et qui nous ont répondu. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit il y a peut-être pas mal de choses à reprendre, et donc on a commencé comme ça sur la résolution de problèmes. Ça nous a pris du temps. Mais par exemple, leur apprendre à comment est-ce qu'on fait pour aller chercher l'information, savoir est-ce que c'est un soin stérile ou pas stérile. Donc on a donné des devoirs finalement la semaine suivante. La semaine suivante, on nous a dit moi j'ai ma copine qui travaille dans tel service, elle m'a dit que en fait c'était un soin stérile. Donc on a travaillé aussi sur la valeur de la preuve, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller chercher l'information, est-ce qu'au niveau institutionnel il y a des outils. Donc on leur a montré comment on accédait à ces outils. Et puis finalement, de leur permettre de réfléchir sur leur pratique un peu plus que ma copine m'a dit. Il faut juste faire attention en fait que l'information soit la bonne, effectivement, et faire attention à comment on le fait. C'est-à-dire que l'hôpital aujourd'hui, on est toujours dans la formation descendante, c'est le supérieur qui donne l'information. Donc à ce moment-là, on a vu aussi qu'on pouvait faire des équipes. Donc à ce moment-là, on a dit, il faut qu'on change le stand-up de la façon la plus ludique possible. Mais aussi. Donc c'est important aussi, on dit rarement merci, c'est-à-dire que c'est bien. Surtout à l'hôpital, on travaille beaucoup sur les axes d'amélioration, mais c'est aussi bien pour continuer à rester sur une dynamique, de remercier les agents. Donc c'est vrai qu'il y a certains moments où il n'y avait pas de suivi d'indicateurs, il n'y avait pas tout ça, juste se poser et dire merci de ce que vous faites au quotidien. Et merci de s'investir dans la démarche de l'amélioration de l'organisation du service. Et puis surtout, il y a eu un moment où on s'est dit qu'on était en train de les perdre parce qu'on suivait beaucoup d'indicateurs, toujours sur la résolution de problèmes, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on diversifie un petit peu les choses. Et on s'est dit pourquoi pas jouer. Donc on a instauré des jeux. Donc, par exemple, le premier jeu qu'on a instauré, c'est un jeu qu'on a appelé le 3 minutes et 33 secondes, où finalement, il y avait 2 équipes qui étaient créées, un chef d'équipe, et donc on leur a dit, vous avez 3 minutes et 33 secondes pour lister l'intégralité des éléments qu'on a pu aborder en stand-up. Du coup, ils s'y sont mis,
Et c'était assez rigolo parce qu'ils ont participé, mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient gagner à la fin. Donc le gagnant avait le droit de réexpliquer l'intégralité des thèmes à l'autre partie de l'équipe. Mais finalement, c'était assez frappant parce que c'était des choses qu'on avait mis du temps à mettre en place et l'explication, elle avait pris 2 petites secondes. C'est surtout sous la forme qu'on l'a mis en fait. On a commencé à jouer sur la cohésion d'équipe en désignant un chef d'équipe, un capitaine, de choisir une couleur d'équipe. En fait, c'est la façon dont on le fait aussi qui intéresse les soignants. Et donc, ce qui nous a, dans cette démarche aussi, ce qui nous importe, forcément, c'est la voix du client et donc la voix du patient. Donc, on a mis en place un travail finalement de retour d'expérience patient. Donc, par exemple, on pose une question. Par exemple, comment avez-vous vécu votre accueil en orthopédie ? Un binôme soignant se rend dans une chambre, pose la question au soignant et avec des post-it recueille des mots-clés. Et ensuite, ces mots-clés sont exploités en tirant des axes positifs et d'autres à améliorer. J'ajouterais qu'on a même fait participer la direction, par exemple la directrice générale est venue un jour participer à ce retour direct du patient. Donc, aller dans les chambres avec les soignants, et poser ces différentes questions, et c'était très instructif aussi pour la DG. Donc on a fait un petit document juste pour savoir un peu ce que pensait finalement notre équipe pluridisciplinaire. Donc ce sont les soignants non médicaux. Pour vous, c'est quoi le Lean? Alors pour moi, c'est la formation continue et l'entraide. Pour moi, c'est l'interactivité. Le respect et la communication. Pour moi, c'est l'organisation et les audits. Alors pour moi, c'est le travail d'équipe et la prévention. Pour moi, c'est l'amélioration des résultats. Pour moi, une meilleure gestion de patients et l'entraide en commun. Parce que j'essaie de monter de son ici, mais je ne peux pas monter au fond. Et bien sûr, on est une équipe pluridisciplinaire, donc on a l'avis du chirurgien, donc du chef de service professeur Cour. Pour vous, c'est quoi le Lean au niveau chirurgical? Alors le Lean, c'est avant tout la qualité. Qualité des soins, avec les retours d'expérience patients, l'anonymité pratique et bien sûr derrière l'amélioration des pratiques. L'autre point qualité pour moi essentiel, c'est la qualité pour les équipes, avec des échanges, toujours dans la bienveillance, la multidisciplinarité, la qualité de la formation, donc la progression constante pour les équipes. Et puis, tout ceci a une conclusion, une conséquence, c'est la qualité au travail. Bien sûr, de ces expériences, donc que ce soit le chef de service, que ce soit les équipes, nous avons fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de formations, on a fait intervenir beaucoup de personnes de l'hôpital, mais même extra-hôpital. Et donc, on s'est dit finalement, faire des formations, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en retient finalement? Parce que nous, on peut en faire, hein. Mais on a des équipes qui changent régulièrement. Je pense que vous savez, les problèmes de PNM en général, donc ils viennent et ils repartent. Et donc on s'est dit, il faut qu'on maintienne ces connaissances. Et donc on a décidé avec des équipes finalement de construire un jeu qui est basé comme le Trivial Poursuite, où ils ont créé finalement les thèmes. Donc on a retiré, bien sûr, Histoire Géo, on a mis d'autres thèmes qui concernent plus style anatomie. Et donc on est parti sur la base du Trivial Poursuite où ils ont donné donc, un nom à ce jeu qui s'appelle Comme un os. On en sait tout simplement de chirurgie, donc c'est normal. Et donc on a élaboré à peu près, je crois, au moins 500 questions. 500 questions. Donc ce sont qui ils avaient élaboré? C'est des soignants, donc des chirurgiens, des soignants, que ce soit les kinésithérapeutes, les infirmières, les aides-soignants. En fait, tous les paramètres ou chirurgiens qui sont impliqués dans la vie du service. Et bien sûr, les supports comme la qualité, que nous avons des usagers aussi. Donc on a beaucoup travaillé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, pendant les stages, ça nous arrive de jouer au Trivial Poursuite. Qui est combien de Donc le plateau, c'est un chirurgien qui l'a dessiné, et pareil, le secrétaire médical qui a fait l'équipe. On a bien mutualisé l'ensemble des équipes. Donc, ça c'était vraiment pour illustrer
la mise en place de cet aspect managérial et puis cette routine, on parlait de rituels tout à l'heure, c'est une chose qui... On a énormément de rituels à l'hôpital, on a très peu de rituels justement pour se réfléchir à la manière dont on travaille. On réfléchit, il y a des rituels autour de la prise en charge des patients, de ce qu'on appelle des staffs le matin, mais se poser et réfléchir à la manière dont on travaille, au retour des patients, etc., ça n'existe pas. Et donc là, c'est vraiment un service où ce rituel a été mis en place 2 fois par semaine. Donc on pourrait bien sûr faire plus, mais je pense que c'est déjà très bien. Et surtout, on a un investissement, ce qui est assez rare à l'hôpital, en tout cas là, on a du Lean, on a un investissement important aussi de la partie médicale. Dans la continuité de cette expérience Lean dans le service, on a ensuite enchaîné sur un projet transversal qui s'appelle la RAC, c'est Réhabilitation améliorée après chirurgie. Et en fait, c'est très intéressant. La RAC, c'est un terme qu'on entend beaucoup maintenant à l'hôpital depuis un certain nombre d'années. C'est un terme qui vient des pays nordiques. Et en fait, c'est vraiment du Lean appliqué, mais qui ne dit pas son nom, et qui d'ailleurs l'a jamais dit, mais c'est du Lean appliqué à la prise en charge médicale des patients. Et en gros, la RAC, ça a été une réflexion qu'ont eu les chirurgiens et les anesthésistes sur le fait que le patient, quand il est à l'hôpital pour une chirurgie, eh bien, 80% de son temps, c'est la non-valeur ajoutée. Il est là en train d'attendre le prochain examen, d'attendre de pouvoir sortir, etc. Et donc, le principe derrière tout ça, c'est de se dire que jusqu'à très récemment, en tout cas avant qu'on réfléchisse comme ça, on voyait le patient uniquement comme quelqu'un qui rentrait, on s'occupait du patient à partir du moment où il arrivait dans l'hôpital, et puis on essayait de le faire sortir tout en prenant énormément de précautions, on gardait le plus de temps possible pour que tout soit bien. Et la vision a un petit peu changé, ça a été de se dire en fait un patient, il faut déjà le préparer. Donc l'hospitalisation elle ne commence pas quand il rentre physiquement dans l'hôpital, elle commence bien avant. Donc c'est préparer le patient. Ensuite, avoir une hospitalisation la plus courte possible, parce qu'on sait qu'en fait un patient qui reste à l'hôpital, assez paradoxalement, il est moins en sécurité que s'il était chez lui. Il est exposé à des infections nosocomiales, il est exposé à des erreurs médicamenteuses, il est exposé à énormément de choses, et finalement il est plus, assez paradoxalement, il est plus en sécurité chez lui. Et donc ça nécessite aussi, dans la chirurgie, d'assurer en post-opératoire un suivi particulier. Tout ça pour dire que le paradigme de la prise en charge, il change, c'est plus une prise en charge uniquement hospitalo-centrée, mais c'est une prise en charge sur un parcours beaucoup plus transversal qui doit prendre en compte également les liens avec la ville avant et après l'hospitalisation. Et donc il y a un projet de ce type-là qui a été mené au bout d'1 an du lancement de l'expérience Lean, avec la mise en place, je ne vais pas rentrer dans le détail, de différents changements organisationnels. Il y en a quelques-uns qui sont mis là, mais c'est pas extrêmement important. Et on a tout de suite vu un impact sur ce qu'on appelle la durée, la durée médicale de séjour, DMS, durée moyenne de séjour, merci, pardon. Là, c'est au bout de 2 mois, donc il y a eu 37 patients qui étaient inclus, dont une grande partie, c'était un des grands changements, a vu en préparation des kinés des IDE qui les ont préparés à la chirurgie. Et on voit que leur DMS a pu être réduite de manière significative, il n'y a pas eu de complications relevées, et dans les cas où la sortie a été un petit peu retardée, qui est intégré dans ce chiffre-là, c'était principalement pour 2 cas pour des problématiques de douleur, donc il a fallu attendre un petit peu, et un cas pour une problématique plus de ce qu'on appelle plus sociale, où il fallait trouver un endroit pour une personne qui ne pouvait pas rentrer chez elle pour des problématiques sociales. Ce qui est important ici, et ce qu'il va falloir aussi qu'on mette en évidence, mais énormément d'hôpitaux ont déjà commencé à le faire, c'est les retours patients de manière quantitative, mais les retours qui ont été donnés aux équipes de manière qualitative par les différents patients qui sont passés par ce type de parcours sont extrêmement positifs et nous incitent vraiment à continuer. Donc pour conclure, le bilan est de cette expérience, parce que c'était vraiment une expérience Lean, on voulait voir ce que donnait le Lean dans notre groupe hospitalier, sachant qu'on avait vu d'autres hôpitaux où ça fonctionnait bien, mais voilà, on voulait en avoir la preuve en testant dans 2 unités dont vous avez vu ici un exemple. Premièrement, les éléments facilitants. Un des éléments qui nous ont beaucoup fait remonter les cartes, c'est qu'en travaillant en binôme, ça a été beaucoup plus simple pour elle justement de faire cette petite révolution managériale au sein de leur service. Deuxième chose qui est extrêmement importante, et qui est de plus en plus rare à l'hôpital, c'est qu'elles avaient un effectif soignant en complet. Alors moi il y a un principe, je ne sais pas si je l'interprète bien, mais dont j'entends souvent parler, c'est le slacking, c'est-à-dire d'avoir cette marge finalement pour pouvoir faire de l'amélioration continue. Et dans ce service-là en particulier, on avait cette marge en termes de personnel parce qu'ils étaient un effectif complet.
pour pouvoir prendre du temps, on n'en a pas parlé, mais de faire des observations, de faire des audits pour les suites d'indicateurs, etc., cette amélioration continue. Un autre facteur facilitant, ça a été l'adhésion de l'équipe médicale. Et enfin, il y a eu un accompagnement méthodologique par notre direction, la direction des opérations. Axe de progression, principalement, alors je vous ai parlé du CODIR au départ. On a un CODIR qui est bienveillant, mais qui n'est pas aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas un problème quotidien du CODIR, le lean, loin de là. C'est peut-être un problème trimestriel, mais il n'est pas quotidien. Deuxième problématique, c'est notre positionnement à nous en tant que direction des opérations. Je vous parlais de la hiérarchie tout à l'heure. En tant que direction des opérations, c'est très très compliqué d'aller intervenir sur des thématiques managériales telles que celles qui vous ont été exposées, alors que vous n'êtes pas le supérieur hiérarchique des personnes. Et c'est plutôt une thématique qui est prise normalement en charge par ce qu'on appelle la direction des soins à l'hôpital, donc la direction du silo soignant. Et en gros, ça, en tout cas en tant qu'acte de profession, il faut probablement qu'on collabore beaucoup plus avec ces différentes directions, en tout cas la direction des soins, pour que ça puisse s'étendre et avoir plus de sens au niveau de la stratégie et de la stratégie managériale. Et enfin, le troisième axe qui est en cours de mise en place, c'est la formation et l'accompagnement. Donc il y a des formations qui depuis sont commencées à être proposées en interne dans l'hôpital. Et on essaie de construire une équipe pour accompagner les services suivants qui vont vouloir s'y mettre et qui ensuite pourront, entre guillemets, voler de leurs propres ailes. Et donc au niveau des résultats, donc il y a eu un travail qui a été fait par une étudiante en M2 sur la satisfaction au travail dans les services, parce qu'on a plusieurs sur la PHP, donc c'est un travail sur la PHP, qui ont fait du Lean versus des services équivalents qui n'ont pas mis en place du Lean, et donc on a un résultat positif au niveau de la satisfaction du travail, la publication est en cours. Au niveau de l'attractivité pour les soignants, c'est un des retours qui m'a le plus marqué, ça a été des étudiants, et notamment un cadre de l'école d'infirmiers qui a montré à quel point, enfin qui nous a fait part de son étonnement en leur disant à quel point, depuis que le Lean avait été mis en place, le service était vu différemment par les étudiants qui venaient en stage. C'est-à-dire qu'avant, c'était un service qui n'était pas trop apprécié, on avait du mal à avoir des étudiants. Et aujourd'hui, c'est un service qui est un des premiers choisis par les étudiants infirmiers pour venir. Et ensuite, en plus, ça débloque les problématiques de recrutement derrière, parce qu'ensuite, ils se disent « Ah, ben, j'aimerais bien travailler là-bas ». Et ça, c'est un point qui est essentiel à l'hôpital. On a un énorme problème d'attractivité à l'hôpital public, et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et enfin, ça a amélioré énormément la communication entre professionnels et surtout entre médicaux, paramédicaux, kinés, etc. Et donc pour nous, la prochaine étape maintenant, c'est d'aller sur un autre périmètre, le pôle de maternité, sur lequel justement on répond en partie à nos difficultés. On a déjà la hiérarchie soignante qui est très volontaire, qui a été demandeuse et qui a été demandeuse de rencontrer Magali Rappel, qui avait publié un petit article sur ce qu'elles avaient fait. Et c'est comme ça qu'elles ont été contactées. Et donc on a un secteur un peu plus vaste qui comprend 4 ou 5 services, avec la hiérarchie qui, en tout cas paramédicale, qui elle-même est très volontaire. On espère qu'on va pouvoir poursuivre ce voyage Lean avec ce nouveau pôle. Je vous remercie pour votre attention.